Chers amis, abonnés à nos canaux digitaux, je voudrais aujourd'hui vous aider à comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène dans l'univers du vaudou. Le vaudou est-il apporteur de grâce? C'est à cet exercice que nous allons nous consacrer aujourd'hui. Alors, pour comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène, je voudrais d'abord vous recommander ce bouquin, La sorcellerie, vecteur de la science. Alors, d'entrée de jeu, comprenez que l'esprit est le fil conducteur de la spiritualité. L'esprit n'est pas un concept aussi abstrait, mais c'est une énergie vivante qui s'exprime à travers notre corps et structure nos actes quotidiens. Mais pour comprendre la spiritualité et l'exotérisme dans le monde du vaudou, qui est apporteur de grâce, alors il va falloir nous plonger dans l'herméneutique du vaudou. Comprenez d'abord que la grâce est d'abord la santé et en dehors de cela, toutes les formes de commodité, de jouissance que nous pourrions avoir dans la vie sociale. Alors, soit vous avez des difficultés d'ordre sanitaire et vous les confiez au vaudou, ou vous avez des problèmes sociaux que vous confiez au vaudou. Mais comment vaudou peut vous apporter ces grâces? C'est de cela qu'il est question. Je voudrais d'abord attirer l'attention de beaucoup de personnes sur ce que c'est que la santé. La santé est un équilibre subtil entre le corps, l'âme et les esprits qui nous agressent. Alors, dans notre âme se trouve notre destin qui se transcrit, qui se joue à l'intérieur du sang. Et ce destin n'est rien d'autre que l'esprit germinal. Et comprendre la théorie germosomatique est primordial, est crucial pour comprendre tout ce qui se passe dans la spiritualité et dans l'exotérisme vaudou, allant jusqu'à la théologie vaudou. Alors, nous allons dire simplement que la santé n'est pas seulement ou simplement une absence de maladie, mais c'est un équilibre subtil entre notre corps, notre âme qui exprime notre destin et les esprits qui nous agressent, qui constituent des carburants que la transcription de notre destin en acte consomme. Alors, où est-ce qu'on observe le désalignement ou le désordre ou le déséquilibre dans notre vie et cela nous conduit à des vicissitudes de la vie ou à des désordres sanitaires? C'est lorsque il y a un déséquilibre, un excédent ou un manque d'énergie vitale. Mais qu'est-ce que nous appelons énergie vitale? Ce sont les esprits qui nous hantent, que notre destin consomme pour se matérialiser. Alors, dans un individu se retrouve son réceptacle qui est le corps et son destin qui est son programme de vie. Et le destin pour s'exprimer a besoin d'énergie vitale. Mais de quoi est composée cette forme d'énergie vitale qui n'est rien d'autre que de l'énergie somatique véhiculée par des esprits somatiques? Je voudrais d'abord faire comprendre que cette énergie somatique, cette énergie vitale est composée des 4 éléments de la nature, de terre, air, eau et feu. Alors, lorsque, durant la transcription de notre destin, en réalité, en actes, qui sont des faits que nous vivons ou que nous commettons, alors cela peut consommer à dessein trop de carburant qui n'est rien d'autre que de l'énergie somatique de tout ce qui est autour de nous que nous consommons. Alors, cette forme d'énergie somatique n'est rien d'autre que de l'énergie vitale
dont nous avons besoin pour transcrire le destin en réalité, en pratique, en acte. L'expression du destin peut exprimer une déficience, une insuffisance, un manque d'un seul élément des 4 qui constituent notre corps. Parce que comprenons que notre corps et tous les humains, comme tous les êtres vivants, sont composés de 4 éléments de la nature. En dehors des éléments de la nature qui sont 4, il y a le programme de vie qui est le destin, qui est l'esprit germinal, qui porte le destin, qui porte le devenir. Alors, nous allons dire simplement que lorsque un de ces éléments est en déficience, alors un désordre, un déséquilibre s'observe dans notre vie. Et ce déséquilibre peut être d'ordre sanitaire, comme ça peut être d'ordre d'une forme de vicissitude de la vie, d'un déséquilibre social ou pathologique. Là, nous allons simplement dire que la guérison n'est rien d'autre que la recherche d'équilibre, la recherche de stabilité entre notre corps, l'expression du destin et l'énergie vitale que nous consommons. Lorsque l'énergie vitale est trop, il y a un désordre ou un déséquilibre qui s'organise, qui s'observe du moins. De la même manière, l'expression du destin peut faire consommer un type d'élément plus que les autres. Et le fait que ce type d'élément se retrouve en déficience, alors un déséquilibre peut s'observer dans notre vie. La guérison n'est rien d'autre que la recherche d'équilibrage, l'alignement, la recherche de stabilité et d'équilibre dans les flux énergétiques que nous consommons ou l'énergie vitale que nous consommons. L'individu, dans l'expression de son destin, peut consommer trop de terre et peut se retrouver en déficience d'éléments terre. Alors, cet individu va commencer par exprimer une forme de pathologie. Ça peut être sanitaire comme ça peut être d'ordre social. Et ce déséquilibre en terre, par exemple, peut générer les maladies qui ont rapport avec le sapata et toutes les formes d'épidémies qui font apparaître des boutons sur le corps. De la même manière, une déficience en feu, d'accord, peut provoquer une forme de pathologie ou du désordre dans notre vie. Alors, du fait que pour rechercher l'équilibre de ce carburant-là, de ce flux énergétique, alors nous sommes obligés de solliciter autre chose dans notre vie. Et cette autre chose, c'est de l'énergie somatique que nous ne voyons pas. Et nous allons dire là, dans ce cas que la guérison n'est rien d'autre que la recherche d'équilibre. En quelque sorte, une danse entre le monde visible et le monde invisible. Alors, là, cette forme de recherche d'équilibre peut réorganiser l'individu et peut lui permettre d'avoir son équilibre vital et la vie peut continuer normalement. Il peut y arriver qu'un seul des éléments peut être en excédent ou en déficience. Et cela peut provoquer une forme de pathologie, une forme de désordre en l'individu et l'individu qui peut-être, par exemple, au lieu de manger avec la main, peut essayer de vouloir manger avec le pied. Alors là, cet individu se retrouve en désalignement avec le collectif. Et il faut le réaligner au collectif pour qu'il cesse de manger avec le pied et qu'il mange avec la main. Là, nous allons dire dans ce cas que la guérison est aussi une danse, ou ne pas dire, une recherche d'équilibre entre l'individu et le collectif pour le réaligner au collectif. Il peut arriver que l'individu peut observer une forme de déficience ou d'excédent en matière de terre ou air ou feu ou eau, et cela peut lui provoquer une forme de pathologie, une forme d'aptitude, une forme de comportement social où il fait excessivement chaud au moment où tout le monde est en débardeur. Alors c'est en ce moment que le monsieur porte 3 à 4 pirouettes. Nous allons dire simplement que ce monsieur est en désalignement avec le cosmos. Il n'est pas en concordance avec la nature. C'est possible que l'individu, au moment où il fait excessivement froid,
et tout le monde porte 3-4 costumes, des manteaux. Lui, il se promène nu, torse nu, et nous allons dire, il y a quelque chose qui lui manque. Et ce qui lui manque, justement, ce n'est rien d'autre que certainement un des éléments de la nature qui est en déficience avec lui et ce qui provoque cette pathologie. Et là, soigner cette personne serait quoi? La recherche d'équilibre entre lui et le cosmos. Donc, la guérison peut être dans ce cas une danse entre l'individu et le cosmos. Alors, d'où est venu le vaudou pour être apporteur de grâce? Vous allez constater d'abord que tout autel du vaudou est d'abord consacré par les 4 éléments de la nature. Tous les autels de vaudou sont conçus avec les 4 éléments de la nature, terre, air, eau et feu. Et lorsque ces 4 éléments de la nature sont mis ensemble, ces éléments vont cristalliser une forme d'énergie. Et cette forme d'énergie n'est rien d'autre que l'énergie vitale. De la même manière, il y a les 4 théogonies, mais pour ne pas dire le vaudou d'abord est un cristallisateur d'énergie vitale dont a besoin un individu, une plante ou un animal. D'accord. Le vaudou est un distributeur, un orientateur, un canaliseur d'énergie vitale dont a besoin quelqu'un et la déficience de cette énergie peut provoquer un désordre ou un désalignement ou des formes de pathologie, comme on appelle, ayant rapport à la santé ou ayant rapport à un déséquilibre social. Alors, lorsque le vaudou est conçu, l'autel du vaudou, quand je parle du vaudou, comprenez que c'est le concept vaudou. Mais quand je parle des vaudous, c'est différents types d'autels de vaudou. Lorsqu'un individu, par exemple, se retrouve en déficience d'éléments terre, alors c'est dans ce cas qu'il faut réharmoniser, qu'il faut raccorder cet individu à la divinité de la déité Sapata. Alors, ça veut dire qu'il lui manque d'éléments terre. Et pour que cet individu retrouve son équilibre social, retrouve son équilibre sanitaire dans la vie sociale, alors il faudrait que cet individu soit reconnecté à la divinité Sapata. De la même manière, l'individu peut être en déficience d'eau. D'accord? Et cette eau peut être une forme d'eau de la famille des odines. Là, il deviendra adepte, reconnecté à la divinité Tohosu. De la même manière, l'individu peut souffrir d'un manque ou d'un surplus de feu, pour ne pas dire Kevyoso. En ce moment-là, nous allons observer des formes de déséquilibre, de pathologie, de désordre immunitaire en l'individu où peut-être il s'enflamme trop, peut-être il le vieillit vite. Et là, il faut lui apporter. Peut-être qu'il ne digère pas bien, il ne fait pas bien du métabolisme, il souffre d'une certaine maladie, peut-être que c'est le feu qui lui manque. Et il faut le raccorder à la divinité Kevyoso. Et il est obligé du fait qu'en permanence, dans l'expression de son destin, il manque de Kevyoso ou de feu, il faut le raccorder, il faut l'harmoniser avec la divinité Kevyoso et qui doit lui fournir selon les prescriptions, selon le fonctionnement de la déité et de Kevyoso, de la divinité Kevyoso aussi, pour lui fournir permanemment cette forme de déficience pour qu'il retrouve son équilibre. Les gens vont dire, mais pourquoi il doit être adepte de Kevyoso? Pourquoi il doit être adepte de temps? Pourquoi il doit être adepte, comment on appelle, de Sakpata? Ou il doit être adepte de Tohosu? C'est ce qui se passe en réalité. Et lorsqu'on ne comprend pas l'herméneutique du vaudou, on ne peut pas croire au vaudou. Le vaudou est la spiritualité scientifique la plus saine, la plus crédible. Et il reste simplement qu'à le comprendre. Donc, le vaudou n'est rien d'autre comme le cœur qui fournit du sang dans les différents organes de l'individu et ce qui fait circuler le sang pour que l'individu retrouve son équilibre. Lorsqu'il manque du sang dans un compartiment de votre corps, vous allez retrouver des ressentiments, vous allez retrouver des maladies. Et là, vous avez un problème et un désordre va s'installer. Alors, comprenez simplement qu'en matière de vaudou, il y a l'espèce aussi.
de la nature, il y a l'espèce. Mais qu'est-ce qui fait que les humains ont un type de terre? Lorsque nous prenons la famille des terres, il y a plusieurs types de terres. Il y a des milliards de terres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Autant il y a d'espèces dans la vie, espèces animales ou espèces végétales ou espèces humaines, au niveau des humains, tous les humains sont conçus avec le même type de terre. Je dis le même type de terre. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait que plusieurs humains existent avec différentes formes de morphologie, d'ADN et autres? La proportion de ce type de terre varie d'un individu à un autre. Le nombre de verres d'alcool que vous pouvez prendre pour être saoulé peut ne pas être moi mon nombre. Alors, comprenez que les humains n'ont pas la même proportion du type de terre qui constitue les humains. Et quand vous prenez les oiseaux, ils sont constitués des 4 éléments de la nature, comme les reptiles, comme tout ce que nous voyons, comme les poissons. Ils sont tous constitués des 4 éléments de la nature. Mais quel type d'élément de la nature a été choisi par la nature pour que cette espèce d'animaux ou cette espèce de végétaux, d'accord, se retrouve dans une unicité d'espèces? C'est là se trouve l'alchimie, d'accord. Quel est le type de terre qui a conçu les humains? Ce type de terre n'est pas le type de terre qui a conçu les animaux. La preuve, on ne peut pas prendre le sang d'un humain pour le perfuser à un chien ou à un oiseau ou à un reptile, comme on ne peut pas faire l'inverse et que ça marche. C'est-à-dire, les humains sont conçus avec un type de terre. Et lorsque nous regroupons Hevioso, qui est le feu, Dan, qui est l'air, Tohosu, qui est l'eau, et Sakpata, que nous, par analogie, nous raccordons du moins à terre, alors chaque élément de la nature a sa vertu. Et lorsque nous mettons ces 4 éléments de la nature ensemble, alors cela cristallise une forme d'énergie qui n'est rien d'autre que l'énergie vitale dont nous avons besoin pour exprimer notre destin, pour matérialiser notre destin. Et j'ai expliqué dans mes émissions que lorsque nous prenons notre destin, qui n'est rien d'autre que l'esprit germinal, il y a 2 mémoires. Il y a une mémoire qui est la mémoire de sagesse et une mémoire qui est la mémoire d'avenir. Dans la mémoire de sagesse se retrouve tout ce que nous commettons, tout ce que nous faisons dans l'expression de notre destin qui est systématiquement enregistré de telle enseigne que l'individu peut se rappeler de tout ce qu'il a eu à faire. Et cela reste dans un réservoir pour que demain, d'autres personnes s'en servent. Mais dans la mémoire d'avenir, qui est le second point de compartiment, se retrouve notre destin. Et ce destin est constitué déjà par les paroles, les prières dont nous avons besoin, dont nous avons eu la grâce de faire enregistrer dans notre mémoire d'avenir durant l'ancestralisation. Parce que lorsqu'un individu meurt, toutes les prières, tous les vœux et tout ce qui se retrouve dans l'environnement de l'individu qui est décédé avant la prochaine réincarnation est enregistré systématiquement dans la mémoire d'avenir. De telle enseigne que les individus qui vont naître après nous, d'accord, seront plus performantes, plus intelligents, et la réincarnation facilite ainsi le progrès, de telle enseigne que le monde ne pourrait jamais se retourner en arrière. Mais dans le futur, lorsque vous décédez, votre esprit germinal qui quitte le corps, qui se retrouve dans les périphéries de vos cheveux et de vos ongles, c'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, en matière de réincarnation, lorsqu'une personne décède, et on ne peut pas la mener en entier dans sa famille, il faut couper les ongles et les cheveux, parce qu'en ces endroits se retrouve l'esprit germinal, qui est le matériel génétique spirituel, d'accord, qui va réincarner une autre personne. Mais la nouvelle personne qui sera réincarnée avec votre mort a un héritage. Et lequel? Il a l'héritage de la mémoire de sagesse dans laquelle s'est enregistré tous vos vécus, toutes vos gloires, tous vos palmarès, toutes vos palmarès. Alors, et c'est un acquis, c'est une béquille sur laquelle la prochaine personne va prendre appui.
C'est ce qui fait que des gens ont des aptitudes extraordinaires parce que lorsqu'ils font une introspection en eux, ils pourront puiser de ces réservoirs-là de la sagesse. C'est pourquoi on parle de mémoire de sagesse. Alors, c'est vraiment idiot, c'est vraiment une perte, c'est vraiment une forme d'hérésie spirituelle de voir son parent décédé et ne pas l'amener et l'enterrer chez soi pour que son matériel génétique puisse réincarner d'autres personnes demain, afin que cette personne puisse bénéficier des expériences vécues par les ancêtres. C'est pourquoi l'ancestralisation est très importante. Et pour comprendre tout ça, il faut nécessairement comprendre la théorie germosomatique, qui n'est rien d'autre qu'une théorie qui permet de comprendre comment fonctionne l'esprit somatique, qui n'est rien d'autre que de l'énergie vitale qui nous provient de toutes les formes de divinité qui sont dans des déités, et ces déités sont composées d'éléments de la nature. Alors, le vaudou n'est pas de la superstition. Le vaudou n'est pas du folklore. Et tous les pas de danse que nous faisons, les cicatrices, tout ce que nous faisons a un rapport. Et c'est quand vous lisez les bouquins du genre que vous pourrez comprendre pourquoi les gens font de l'ancestralisation. Pourquoi autour du vaudou il faut danser. La danse peut être un motif, un argument, une opportunité pour rendre fluide l'énergie vitale dont a besoin notre destin. Parce que l'énergie peut se stagner quelque part dans le corps et ça peut empêcher une expression du destin dans une qualité donnée. On ne change pas le destin. C'est des choses qu'il faut comprendre. On peut retarder le destin, mais on n'ajoute pas au destin et on ne retranche pas au destin. Comprendre toutes ces théories, c'est la théorie germosomatique. Alors, j'ai parlé de l'autel du vaudou qui est constitué par les 4 théogonies, mais air, eau, feu et eau. Mais comment se fait-il que quand on s'approche du vaudou et on parle au vaudou, le vaudou enregistre ce que, comment on appelle, vous dites, et peut le transmettre et peut le transformer en acte. C'est là le mystère du vaudou. J'ai dit, quand vous lisez la sorcellerie vecteur de la science, vous allez constater que l'esprit germinal a une aptitude, cette aptitude d'enregistrer les souhaits, les vœux, d'accord, et tout ce qui se passe dans son environnement, pour les transcrire et les transformer en actes. Et la transformation en acte n'est rien d'autre qu'un processus de jeu du destin dans le sang. Le destin se joue dans le sang. Alors, ce faisant, beaucoup vont me poser la question de savoir qu'est-ce qui enregistre les requêtes sur l'autel du vaudou. C'est les animaux que nous abattons sur le vaudou, et en ces animaux, comme en ces végétaux, se retrouve leur esprit germinal. Et leur esprit germinal a quelle aptitude? L'aptitude d'enregistrer des requêtes. C'est pour cela que le vaudou est d'abord constitué des 4 théogonies, mais en dehors des 4 théogonies, mais de son enregistreur qui va lui permettre, d'accord, de transformer les requêtes en une énergie dont a besoin une personne. Et le mystère et le secret du vaudou ne se trouvent pas dans sa composition, mais quels sont les types d'éléments de la nature qu'on a mis ensemble? Et de quelle mission sont dotés ces éléments-là? C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a plusieurs types de déités vaudou, d'autels de vaudou. Et chaque type, lorsque nous zoomons et entrons dans l'industrie vaudou, il y aura des milliers de types de vaudou. Et le vaudou est une science spirituelle, en quelque sorte, et est basée sur une forme d'exotérisme scientifique. Et beaucoup ne le comprennent pas. Avant d'être une religion, parce que je l'ai souvent expliqué dans mes émissions, la spiritualité est individuelle parce que chacun peut concevoir son autel de vaudou. Mais de quelle connaissance la personne est dotée pour aller choisir un type de terre? Parce que lorsqu'on rentre dans les terres, il y a des milliards de terres. Mais pourquoi on est allé choisir un type de terre? C'est la connaissance et la maîtrise de la vertu de ce type de terre dans les éléments de la nature qui se retrouvent dans le secret ancestral. Mais comment ça a pu se faire? C'est des connaissances empiriques transmises de génération en génération. Et nous n'allons pas entrer beaucoup plus en profondeur
parce que le vaudou est dense. Tout ce qu'on voit de façon folklorique, et au niveau des adeptes et toutes les formes de rituels exotériques qu'on fabrique, ce n'est pas du folklore, ça a du sens. Et lorsque vous vous approchez des personnes ressources comme nous, qui maîtrisons beaucoup plus l'herméneutique du vaudou et qui travaillons sur l'herméneutique du vaudou, vous allez comprendre qu'il y a une immense richesse dans l'industrie vaudou. Au-delà des aspects folkloriques, touristiques et distractifs que le vaudou offre qu'aujourd'hui au Bénin, on a cherché à transformer en vaudou day pour agrémenter le tourisme religieux pour que ça soit apporteur de devises. Il y a l'aspect exotérique, il y a l'aspect cultuel, il y a l'aspect spirituel. Alors, la philosophie vaudou est aussi dense, se basant sur des principes spirito-scientifiques, ayant comme fil conducteur l'esprit. Et en matière d'esprit, la maîtrise, pourquoi nous le disons, la maîtrise de l'esprit est vraiment cruciale pour des objectifs spirituels et matériels. Le vaudou, dans ses analyses, nous permet de dire quelle est la toute première des spiritualités et qu'elle n'est pas une spiritualité de désordre et du sang que les gens découvrent sur le vaudou. Ce n'est pas le sang qui est important. Le sang est une matière et cette matière a la propriété, l'aptitude de maintenir l'esprit sur la déité vaudou, de maintenir l'enregistreur du vaudou sur le vaudou. Alors, comprendre comment l'énergie somatique ou l'énergie vitale va vers le vaudou et quitte le vaudou pour aller vers un individu qui en a besoin, c'est un autre mystère que nous allons expliquer dans d'autres émissions. Le vaudou est un concept philosophique fait de savoir et de connaissances endogènes, empiriques, mais qu'on fait de jour en jour à sa pratique une forme de puissance à tous ceux qui le pratiquent. Et aujourd'hui, dans l'application de la doctrine du vaudou, de jour en jour, le vaudou devient une religion. Et je l'ai toujours dit, la religion est à part. La spiritualité est à part. Mais les deux ont un carrefour. La spiritualité peut être individuelle. C'est pourquoi je dis que chacun peut concevoir son type de vaudou dans le concept vaudou, dans la philosophie vaudou. D'accord? Alors, selon que l'individu doit vivre de façon dépendante d'une déité qui doit lui fournir une énergie, alors il devient adepte de cette, comment on appelle, divinité. C'est pourquoi nous disons que la religion n'est rien d'autre que l'idéologie ou la politique de la spiritualité, parce que l'idéologie fait que cet individu doit être reconnecté, doit tout le temps utiliser des pratiques qui vont lui permettre de bénéficier des déficiences ou de dissoudre les excédents d'énergie vitale qui mettent un désordre dans sa vie pour l'aligner ou pour l'équilibrer. Voilà ce que nous pourrions dire. Comprendre la spiritualité et l'exotérisme endogène africain, aller vers sorcellerie, la sorcellerie vecteur de la science. Même comprendre tout ce qui se passe au niveau des us et coutumes, c'est aussi utiliser la même théorie. Majesté George Mamousso, nous sommes chercheurs en spiritualité et exotérisme endogène. Je vous remercie pour un autre numéro. Merci.